Après m'avoir abandonné, après que le silence de mes enfants soit devenu la seule mélodie de ma vieillesse, la seule visite que j'ai reçue fut celle de la police. Mon cœur habitué à l'oubli, battit la chamade, non pas de peur, mais d'une curiosité teintée d'amertume. Je pensais que ma vie, faite de sacrifices et d'indifférence, s'achèverait dans cette maison trop grande, trop vide. Mais la vie, mes amis, a une ironie que même le meilleur des conteurs ne pourrait inventer. Astérisque, astérisque. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous-même. Écoutez. Astérisque. Astérisque. Ce jour-là, les uniformes devant ma porte n'annonçaient ni tragédie ni enquête banale. Ils étaient les messagers d'un secret enfoui, d'une vérité que j'avais gardée prisonnière pendant 15 longues années. J. était le témoin clé d'une affaire colossale, une révélation qui allait non seulement bouleverser ma solitude, mais aussi dévoiler la véritable nature de ceux que j'avais tant aimés, une trahison que je n'avais jamais pleinement comprise. La maison, autrefois vibrante de rire et de pas pressés, Néa, était plus qu'une immense coquille vide, ses murs porteurs échos lointains, que seul mon cœur parvenait encore à entendre. Chaque matin, le silence m'accueillait, épais, presque palpable, me forçant à me lever sans hâte, le corps lourd d'une lassitude qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Mes mains calleuses, témoins silencieux de tant d'efforts, glissaient sur les meubles poussiéreux, évitant les photos de famille, comme si les visages souriants de mes enfants, autrefois ma fierté, étaient devenus des reproches muets. Le froid s'infiltrait par les vieilles fenêtres, un froid qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de l'absence de toute chaleur humaine. Je préparais mon café, seul rituel immuable, le bruit de la cuillère contre la tasse résonnant dans la cuisine déserte, un son amplifié par l'immense vide qui m'entourait, et qui, lentement, m'envahissait. Mon reflet dans le miroir était celui d'un étranger, un vieil homme aux yeux mélancoliques, que personne ne croisait plus avec tendresse. J. était devenu une relique, invisible aux yeux de ceux pour qui j'avais bâti ma vie, un fantôme errant dans les couloirs de ma propre mémoire. Les rares fois où mes enfants daignaient me téléphoner, leur voix était pressée, leurs phrases courtes, remplies de non-dits qui hurlaient leur indifférence. Jamais un regard prolongé, jamais un geste de la main qui aurait pu effleurer la mienne. La douleur haine était pas un cri, mais un murmure constant, une érosion lente de âme, le sentiment être à la fois présent et effacé, un tableau dont on aurait oublié la valeur. Je me contentais d'observer le monde, depuis ma fenêtre, spectateur passif de la vie, qui continuait sans moi, seul avec mes souvenirs, mes sacrifices silencieux, et l'amertume grandissante d'un amour non réciproque. Ma jeunesse, simple mais remplie de rêves, je me souviens du plancher de l'usine, du cliquetis du métal, de l'odeur de la graisse. Ce était pas glorieux, mais était un travail honnête. Chaque lever de soleil, je quittais ma maison avec une gamelle et une détermination à bâtir quelque chose. Mes mains, encore douces à l'époque, se sont vite endurcies, apprenant le rythme des machines, le poids de la responsabilité. J'imaginais un avenir bien plus grand que mes humbles débuts, non pas pour moi, mais pour ceux qui viendraient après. Je voyais les visages de mes parents, marqués par la fatigue, et je jurais de briser ce cycle, d'offrir plus que la simple survie. Était une promesse silencieuse, faite aux poussières dansant dans la lumière de l'usine, un vœu de transformer la sueur en un socle de bonheur. Puis vint Marie, et avec elle, le vrai sens d'un foyer. Notre humble demeure, acquise avec des années d'économie patiente, devint un havre. Nous travaillions côte à côte, elle à sa machine à coudre, moi à l'usine, nos rêves entrelacés. Le jour où notre premier enfant arriva, un minuscule paquet d'espoir, mon monde bascula. Mes propres aspirations, ce voyage lointain, apprendre la guitare, s'estompèrent en arrière-plan, remplacés par un amour féroce et protecteur. Chaque heure supplémentaire que je faisais, chaque douleur dans mon dos, était un investissement silencieux dans leur avenir. Marie comprenait, sa force tranquille reflétant ma propre résolution. Nous bâtissions plus qu'une maison. Nous bâtissions une lignée, brique par brique laborieuse, alimentée par une foi inébranlable en un meilleur lendemain pour nos petits. Les repas étaient sacrés, même dans notre modeste cuisine. Je me souviens des mains de Marie, usées mais aimantes, pétrissant la pâte à pain, ou remuant un ragoût parfumé. Et moi, après une longue journée, je m'asseyais au bout de la table, regardant mes enfants dévorer leurs assiettes, leurs visages barbouillés de sauce, leurs rires résonnant sur les murs. Il ne s'agissait pas de gastronomie, il s'agissait de nourriture, de convivialité. Je rentrais à la maison, fatigué, mais la vue de mes enfants, en sécurité et nourris,
me rechargeaient plus que n'importe quel repos. Nous parlions de leur journée, de leur école, de leurs petites victoires. Ces moments, simples mais profonds, étaient la véritable monnaie de nos vies, valant plus que toute fortune, nous liant dans une toile d'affection simple et inébranlable. La joie dans leurs yeux lorsqu'ils recevaient un nouveau jouet, même un simple train en bois ou une poupée aux cheveux de laine, était ma plus grande récompense. J'y économisais méticuleusement, parfois me privant de déjeuner, juste pour les surprendre à leur anniversaire ou à Noël. Je me souviens du frisson de cacher ces petits trésors, enveloppés dans du papier journal, attendant leur cri de joie. Il ne s'agissait pas d'extravagance, il s'agissait d'offrir ces éclairs de bonheur pur, inaltérés, que chaque enfant mérite. Je voyais ma propre enfance privée se refléter dans leur émerveillement innocent, et je jurais qu'ils ne connaîtraient jamais cette douleur particulière de vouloir, et de ne pas avoir. Leur sourire était le baume de mon âme fatiguée, rendant chaque sacrifice valable, chaque sou gagné une victoire. Leurs vêtements étaient toujours propres, sinon toujours neufs. J'ai appris à raccommoder, à rapiécer, à me débrouiller, pour qu'ils soient présentables à elle, école, à elle, église, pour toute occasion. Ma propre garde-robe était clairsemée, pratique, usée, je n'avais pas besoin de grand-chose. Ce qui importait, était leur dignité, leur capacité à s'intégrer, à se sentir égaux aux autres. Et puis vint leur éducation, une dépense colossale, qui rongeait chaque centime disponible. Les frais universitaires, les livres, les fournitures, cela ressemblait à une bataille financière sans fin. Mais je voyais cela comme un investissement, non seulement dans leur future carrière, mais dans leurs esprits, dans leur potentiel. Je n'ai jamais parlé du fardeau, jamais demandé de remboursement, seulement qu'ils saisissent les opportunités que je n'avais jamais eues, qu'ils volent plus haut que je n'aurais jamais pu. Je les ai vus grandir, épanouir, et finalement quitter le nid, chaque étape remplie d'une fierté tranquille. J'avais pourvu, non seulement financièrement, mais avec mon temps, mon énergie, mon être même. Il n'y avait pas de grandes déclarations, pas d'attente de gratitude, était simplement ce qu'un père faisait, ce qu'un homme intègre se sentait obligé de faire. Mes promesses étaient tacites, gravées dans le tissu de leur vie, dans la sécurité de leur enfance, dans les opportunités qui leur étaient offertes. Je n'ai jamais cherché de reconnaissance, seulement leur bonheur, croyant que ce serait ma récompense ultime. Cette maison, ces murs, ils retenaient les échos de ces années. D'une vie versée, goutte après goutte, pour les autres. Était un voyage de dons incessant, un chemin que j'ai choisi sans hésitation, poussé par un amour inconditionnel, qui ne connaissait pas de limites. Les premières fissures sont apparues insidieusement, comme une lente érosion du sol sous mes pieds. Au début, les appels téléphoniques se sont faits plus rares, les conversations plus courtes, chaque silence de leur côté pesant plus lourd que les mots prononcés à la hâte. Je sentais leurs soupirs à travers la ligne, une impatience à peine voilée, comme si ma voix était une interruption dans leur vie trépidante, un rappel d'une obligation. Les visites, autrefois des moments de joie attendus avec une impatience enfantine, sont devenues des obligations, des courses rapides, chronométrées, où leur regard fuyait le mien, cherchant déjà la porte. Un jour, ma fille a laissé échapper, sans même s'en rendre compte, que Joe était un peu lourd avec mes souvenirs. Une phrase qui a percé mon cœur non pas comme une flèche, mais comme une goutte d'acide, rongeant lentement ma dignité. Ce N était pas un cri, mais un murmure de rejet, annonçant le début d'un éloignement qui allait devenir le silence assourdissant de mes jours. Puis, le rejet s'est fait plus subtil, presque imperceptible pour un œil extérieur, mais chaque geste était une lame pour mon âme. Leurs regards, autrefois pleins d'affection et de reconnaissance, se sont mués en des regards froids, glissant sur moi comme sur un meuble ancien dont on a oublié la valeur. Leurs mains ne cherchaient plus la mienne, et leurs bras ne s'ouvraient plus pour une étreinte réconfortante. Lors des rares réunions de famille, étaient là, physiquement présents dans la pièce, mais invisibles à leurs yeux et à leurs esprits. Les discussions importantes, les projets de carrière de mes petits-enfants, les problèmes de santé de l'un d'eux, les décisions concernant la maison de vacances, se déroulaient à voix basse, comme si ma présence était un inconvénient, une gêne. Ils se tournaient le dos, leurs murmures me parvenant fragmentés, me laissant deviner l'ampleur de mon exclusion. Je me sentais devenir une figure lointaine, un ancêtre respecté en façade, mais dont la vie n'avait plus aucune valeur, un fardeau à peine toléré. La humiliation, elle, n'avait pas besoin de mots pour s'exprimer. Elle se nichait dans les silences prolongés, dans les gestes manqués et les attentions oubliées. Je me retrouvais souvent assis, seul, dans un coin du salon, lors de ces rares rassemblements, observant mes enfants et petits-enfants rire, échanger, vibrer de vie.
tandis que mon monde à moi restait statique, figé, dans un temps révolu. Mon anniversaire, un jour que j'avais toujours célébré avec ferveur pour eux, est devenu une date oubliée, ou à peine marquée par un appel rapide, une carte achetée à la dernière minute. La douleur N était plus une surprise, mais une compagne familière, une ombre silencieuse. Le pire, était le soir, quand ils partaient, me laissant seul dans cette maison trop grande. La porte se refermait derrière eux, non pas avec un claquement violent, mais avec un clic doux et définitif, un son qui scellait mon isolement. Était le bruit de ma vie qui se réduisait, de mon existence qui s'effaçait, me laissant seul avec le fantôme d'une famille qui m'avait, silencieusement, mais implacablement, tourné le dos. Pendant 15 longues années, j'ai porté en moi un secret enfoui, une vérité si monumentale qu'elle aurait pu changer le cours de bien des vies, et la mienne en premier lieu. Je n'en ai jamais parlé, pas même à Marie, car ma discrétion était la clé de ma sécurité et de la réussite d'une enquête d'envergure. J'avais été le témoin principal d'une affaire de fraude industrielle colossale, impliquant des sommes astronomiques et des personnalités influentes au sein de mon ancienne entreprise. En échange de mon témoignage crucial, une fortune considérable avait été placée sous séquestre à mon nom, destinée à être débloquée une fois l'affaire définitivement close et prescrite. J'avais toujours envisagé cet argent comme un ultime don, une surprise pour mes enfants et petits-enfants, une sécurité supplémentaire pour leur avenir, une preuve silencieuse et concrète de mon amour inconditionnel. Ce trésor caché, cette promesse d'un avenir plus serein, était mon phare secret, la certitude que je pourrais les protéger au-delà de ma propre vie. J'imaginais leur visage éclairé, leur potentiel épanouir grâce à ce coup de pouce inattendu. Mais les années ont passé, et avec elles, leur indifférence a creusé un abîme irréparable. Le silence assourdissant de cette maison vide, leurs appels rares et pressés, leurs regards fuyants, chaque blessure, chaque abandon, a érodé ma douce intention. La certitude que cette fortune leur était destinée, s'est muée en une froide détermination. Ce N était plus une question d'amour aveugle, mais de justice silencieuse. La police à ma porte n'apportait pas seulement la nouvelle du déblocage des fonds, mais le rappel cruel de leur absence, transformant mon ultime geste de générosité en un acte de dignité inébranlable. La nouvelle du déblocage des fonds n'a pas été une victoire, mais un miroir impitoyable de leur absence. Je n'ai pas crié, je n'ai pas exigé. Le temps des plaintes était révolu, remplacé par une froide clarté. Mon cœur, autrefois un puits sans fond de pardon, était durci, non par haine, mais par une lassitude profonde. Je était plus le vieil homme dont la dignité était une monnaie échange pour un semblant d'affection. Le premier acte de cette nouvelle pièce fut silencieux. La modification de mon testament. Chaque clause, chaque virgule, fut pensée avec une précision chirurgicale, effaçant des noms, inscrivant de nouvelles intentions. Ensuite, la maison. Cette maison qui avait absorbé tant de mes efforts, tant de mes rêves, était devenue un fardeau, un mausolée de souvenirs non partagés. J'ai commencé à la vider, pièce par pièce, chaque objet vendu étant un poids en moins sur mon âme, une libération silencieuse de leur emprise. Ce N était pas un acte de vengeance, mais de redéfinition. Ma disparition ne serait pas un aveu de faiblesse, mais une ultime affirmation de ma liberté. Je ne cherchais pas à les punir par ma présence, mais à les laisser face au vide de leur propre conscience. J'ai choisi de disparaître sans un mot, sans une explication, emportant avec moi la satisfaction d'une justice personnelle. La fortune, cette montagne d'argent qui m'avait été destinée, n'irait pas à ceux qui avaient piétiné mon amour. Au lieu de cela, mes avocats, dans le plus grand secret, furent chargés de trouver une cause, un jeune talent sans moyens, une œuvre de bienfaisance oubliée, quelqu'un qui mériterait une seconde chance, quelqu'un qui reconnaîtrait la valeur d'un don désintéressé. Je reprenais le contrôle de mon histoire, non pas en criant vengeance, mais en tissant un nouveau destin, silencieusement, avec la force tranquille d'un homme qui, enfin, se choisissait. La nouvelle de cette fortune retrouvée je ne sais comment, s'est répandue plus vite qu'une traînée de poudre dans un vent sec. Soudain, les portes de cette maison trop silencieuse se sont ouvertes sur des visages que j'avais cru oublier, des sourires que je n'avais pas vus depuis des années, des paroles douces que ma mémoire avait cessé d'espérer. Mes enfants, et même mes petits-enfants, sont réapparus, les mains chargées de présents, des paniers de fruits exotiques, des vins fins, des foulards de soie que je ne porterai jamais. Leur voix était mielleuse, leurs étreintes, bien que maladroites, se voulaient chaleureuses. Ils parlaient de « rattraper le temps perdu », de « recommencer à zéro », des phrases creuses qui résonnaient étrangement dans le vide de mes souvenirs. Je les observais, assis dans mon fauteuil, et chaque mot, chaque geste était une danse macabre de calcul et d'intérêt,
une tentative désespérée de racheter un passé qu'ils avaient eux-mêmes effacé. Écoutais leurs excuses forcées, leurs promesses creuses de visites plus fréquentes et de repas partagés, leurs tentatives maladroites de me faire croire à un repentir sincère. Mon regard ne les quittait pas, mais mes yeux, eux, ne voyaient plus les enfants que j'avais connus, seulement des étrangers animés par l'aile, éclat de l'or. Je ne disais rien, pas un reproche, pas une plainte. Le silence était ma seule réponse, ma dignité mon bouclier. Ils s'agitaient autour de moi, comme des papillons de nuit, attirés par une flamme, espérant que mon silence était une invitation, un signe de faiblesse à exploiter. Mais en mon fort intérieur, la décision était prise, gravée dans la pierre de mon cœur meurtri. Leurs efforts étaient vains, leurs manœuvres transparentes. J'avais déjà tracé mon chemin, un chemin que je marcherais seul, loin de leurs ombres, avec la certitude tranquille d'avoir enfin choisi ma propre paix. Je les voyais là, leurs faux sourires, leurs paroles mielleuses, démasquant leur opportunisme flagrant. La colère avait disparu, remplacée par une froide certitude, une lassitude infinie. Le pardon n'irait qu'15 années d'abandon, la trahison silencieuse qui avait rongé mon âme. Punir? Non, ma dignité refusait la vengeance. Cette fortune, jadis destinée à eux, ne les blesserait pas, mais affirmerait ma liberté. Elle n'irait pas à ceux qui avaient piétiné mon amour et mes sacrifices. Au lieu de cela, elle éclairerait le chemin d'inconnus méritants, de jeunes talents sans voix, de causes justes et oubliées. Ma décision, un murmure silencieux au fond de mon âme, était légère comme une plume, mais inébranlable comme la pierre. Elle scellait mon destin, me libérant enfin de leur emprise, me conduisant vers la paix que je m'aime, était offerte. Aujourd'hui, le silence de ma maison n'est plus un fardeau, mais une douce mélodie, celle de la paix retrouvée. J'ai choisi la dignité plutôt que le ressentiment, la clarté plutôt que l'illusion. Ce haine était pas une punition pour eux, mais une libération pour moi, le dernier acte d'un homme qui a trop longtemps ignoré ses propres besoins. Les larmes que je verse parfois ne sont plus celles de la douleur, mais celles d'un soulagement profond, d'une acceptation sereine. J'ai planté de nouvelles graines, non pas dans le sol ingrat de l'attente, mais dans la terre fertile de la gratitude d'inconnus, de ces jeunes âmes qui, je l'espère, sauront reconnaître la valeur d'un don. Mon chemin est désormais le mien, pavé de ma propre vérité, loin des ombres du passé. Et vous qui m'avez écouté jusqu'ici, avec le poids de ma vie sur vos épaules, je vous le demande sincèrement. Auriez-vous agi différemment, ou auriez-vous vous aussi, choisi de vous réinventer, de reprendre votre souffle, de tracer votre propre destinée?